Bonjour et bienvenue sur cette plateforme dédiée au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site essaye de démontrer que l'humanité construit sans le savoir une sorte de paradis, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore plusieurs siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Peu importe, l'humanité a le temps. Et donc on construit ce paradis. Parce que cette planète, finalement, c'est un paradis possible, c'est un paradis potentiel. Ça l'a été à un certain moment pour les hommes, quand ils étaient très proches de la nature. Ça l'a été sans doute quand nous étions à nos origines primates, naturelles. Et ça le redeviendra. Voilà, on travaille à ça et entre-temps, on aura perdu quelques pulsions que nous devions perdre. On aura découvert des choses que nous devions découvrir. Notre présence au monde, est-ce qu'il y a du divin? Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de l'univers? Qu'est-ce qui a créé cet univers? Tout ça, nous répondrons à ces questions. Comme nous avons répondu à un tas de questions depuis que nous nous interrogeons sur notre présence et sur la réalité des choses. Qu'est-ce que c'est que la matière, etc. Voilà. Donc, c'est une de nos vocations, un de nos rôles, c'est de comprendre ce monde. Un autre rôle, c'est de maîtriser entièrement nos pulsions. Quand nous étions des primates naturels, nous n'arrivions pas à maîtriser ces pulsions. La domination, subordination, la prédation, le fait de s'affirmer aux dépens de nos congénères, etc. Alors ça existe encore dans l'humanité. Mais maintenant, on peut travailler dessus. On a les moyens de le maîtriser entièrement. Et on le maîtrisera totalement. On fera de l'homme un agneau pour l'homme. L'homme-loup pour l'homme, s'achèvera. Donc, on aura réglé la maîtrise du comportement, la maîtrise du questionnement. Et la maîtrise de l'environnement, c'est la même chose. Quand nous étions des primates naturels, nous étions soumis aux caprices du climat, à tout un tas de choses, aux prédateurs. Donc notre environnement, on le maîtrisait, mais pas complètement. Voilà. On était contraint de rester dans un environnement bien précis. Comme nos cousins chimpanzés, ils sont cantonnés à un endroit, etc. Nous sommes émancipés de ça et nous nous sommes répandus sur la planète. Nous sommes allés nous adapter à tous les environnements. Nous avons découvert toute cette planète. Voilà. Et donc, on a fait des erreurs parce que nous n'avions pas de plan de construction. Donc, effectivement, on a pollué notre planète, on l'a abîmée, on l'a maltraité, etc. Mais là, on vient de prendre conscience de tout ça. Et on rentre dans le cycle, dans une ère, une nouvelle ère, celle de l'écologie. Alors, il faudra peut-être 100 ans, 200 ans pour atteindre le 100% écologique, mais on y arrivera. Et on n'aura plus aucun impact négatif sur la planète. Voilà. Ça, c'est pour notre évolution. Et si nous construisons ce paradis, ce n'est pas pour rien, c'est pour vivre l'état paradisiaque. Et l'état paradisiaque, c'est un état de bonheur absolu, un état qui n'a plus de crainte, qui est dans la contemplation totale, qui n'a plus besoin de construire, donc d'avoir son esprit pris à tout un tas de choses. Tout sera mis en commun, parce que l'objet, c'est un souci pour l'être humain. La possession, on voit bien que ça nous empêche d'être tranquille. Donc si tout est patrimoine universel, si partout où nous allons, nous trouvons le gîte, le couvert, etc., et que tout appartient à la communauté humaine, c'est réglé. On n'a plus de souci de posséder ceci, cela, etc., d'avoir un peu mieux que son voisin, d'avoir la jalousie et toutes les sensations négatives qui nous empêchent d'être heureux. Le bonheur, c'est de ne rien avoir. C'est de ne rien posséder, mais de pouvoir disposer des choses basiques pour vivre heureux, pour vivre bien.
voilà, et d'aller à la rencontre des autres, de pouvoir aimer, se rencontrer, voilà. Et cette planète, eh ben, quand on y réfléchit, c'est un véritable paradis. Donc, ça paraît, c'est pas absurde, puisque ça fait partie de la quête humaine. Mais ceux qui veulent nous envoyer qui veulent coloniser l'univers, qui veulent envoyer des fusées de tous les côtés pour qu'on aille s'acclimater à Mars ou je ne sais pas quelles autres planètes possibles, eh bien, ils oublient tout simplement que cette planète, c'est un paradis absolu, la nôtre, la Terre. Et donc, ils pourraient mettre aussi leurs milliards dans le fait d'en faire véritablement un paradis, de donner plus de moyens pour en faire ce paradis, qu'il deviendra avec le temps, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, on peut parler de Elon Musk, entre autres, voilà, de ces grands patrons d'industrie, de ces oligarques, qui préconisent le libertarisme. Et justement, je suis en train de travailler sur cette vision du monde. Et je suis en train de critiquer cette vision du monde et voir si elle est applicable. Il y a des choses positives dans le libertarisme, il y a des choses absolument désastreuses, à mon sens, si c'était appliqué, etc. Mais cette planète, on voit bien que sa position, elle est parfaite, c'est inouï. 10% plus près du Soleil, c'est invivable, on serait carbonisé. 10% plus éloigné, tout serait gelé. Si elle allait 10% plus vite, les vents passeraient à 300-400 km/h, ça serait impossible de vivre. Si au contraire elle allait 10% moins vite de sa rotation, eh bien il y aurait des endroits qui monteraient à 60 degrés de chaleur et qui descendraient à autant de fraîcheur, de froid, et ça serait invivable. Le fait que nous soyons à cette distance de Jupiter, par exemple, qui est un bouclier, qui aspire les astéroïdes, etc., et qui fait que, en fait, on n'a pas tous ces astéroïdes qui viennent. S'il était 10% plus près du Soleil, Jupiter, eh bien, il protégerait Mars, mais il ne nous protégerait pas. Donc, tout est parfait. Il y a quelque chose qui est inouï, et il va falloir que l'humanité prenne conscience de ça. Donc, nous construisons cette perfection dont je parle, sans le savoir. On construit ce paradis. Et il est temps, bientôt, il va être temps de prendre conscience de ce qu'on construit. C'est une prochaine étape du niveau de conscience, de l'élévation du niveau de conscience. La prochaine étape, c'est de prendre conscience de ce que nous réalisons de façon globale, parce que c'est l'humanité tout entière qui réalise ça. À partir du moment où on réalisera que l'humanité cherche à atteindre cet état de perfection pour vivre l'état de bonheur, l'extase, l'éveil, le nirvana, cet état sublime, eh bien à ce moment-là, on n'aura plus de raison de le faire par antagonisme, en se battant les uns contre les autres, les Américains contre les Chinois, les BRICS contre l'Occident qui pille l'Afrique qui cherche à s'émanciper de tout ça naturellement, mais qui se bagarrent entre elles aussi et qui n'arrivent pas à trouver de cohésion. Voilà, tout ce monde comme ça qui est dans une sorte de chaos. Parce qu'on évolue par antagonisme. Si on comprend que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection et qu'on doit y travailler tous ensemble, eh bien on passe de l'antagonisme à la symbiose, à la coopération, à la fraternité. Et c'est autre chose. On met tous nos potentiels en commun et on travaille tous pour améliorer l'humanité, etc. Et c'est ce qui se passera. Mais la première étape, c'est de prendre conscience de ce que nous réalisons de façon inconsciente. Et ça,
moi, j'essaye de le démontrer de façon rationnelle. D'autres y ont déjà pensé. Au XIXe siècle, les Saint-Simon, tout un tas de philosophes, de penseurs ont pensé que le progrès nous amènerait quelque part vers du positif. Sauf que après, il y a eu Auschwitz, il y a eu 14-18, il y a eu des drames. On a vu que le progrès pouvait apporter des catastrophes aussi. Donc, mais c'est le progrès, c'est l'homme qui utilise mal le progrès, c'est pas le progrès en lui-même. Le progrès pourrait être tout à fait parfait, et d'ailleurs on est en train de commencer à le rendre parfait, à trouver des moyens pour que notre progrès soit écologique, qu'on tire notre énergie du soleil, du vent, de tout un tas de choses, qu'on évite le gaspillage. Il y a une créativité inouïe sur toute la planète, sur tous les continents. La jeunesse, elle est en train d'imaginer des choses incroyables pour qu'on puisse aller vers ce 100% écologique. Et on y parviendra. Donc, la prochaine étape, c'est de prendre conscience de ce que nous réalisons de façon inconsciente. Et donc, à ce moment-là, on élèvera notre appartenance à l'universel, notre appartenance à l'humanité, au-dessus de toutes les autres appartenances. Et en fait, la paix sera réalisée d'office. Ça se fera de façon naturelle, quoi, en réalité. Voilà. Mais ça, c'est pour les temps qui viennent. Alors, je vais commencer la deuxième partie de Anatomie. Alors, où est-ce que c'est ? C'est là. L'anatomie de l'État. La lecture de l'anatomie de l'État par Murray Rothbard. Murray Rothbard, c'est un des chantres du libertarisme, justement, dont je parlais, et que les gars de la Silicon Valley, Elon Musk, Zuckerberg, Bezos, etc., ont en ligne de mire, on dirait. Trump avec, effectivement. Et donc, j'ai déjà fait la première partie. C'est une personne sur Internet qui lit cet ouvrage, et donc j'utilise sa lecture et je le commente éventuellement. Donc je lance et on commence à réfléchir à partir de là. Allons-y. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lire les 4 derniers chapitres du livre L'anatomie de l'État, écrit par Murray Rothbard en 1974. Nous avions déjà exploré les 3 premiers chapitres dans une précédente vidéo, que je vous recommande d'écouter en priorité si ce n'est pas déjà fait. Ça a déjà été fait, c'est les vidéos précédentes. Par ailleurs, peu importe vos opinions, je vous invite à écouter ces lectures qui proposent une perspective radicalement différente et à contre-courant des visions keynésiennes et socialistes largement répandues aujourd'hui. Pour résumer très brièvement, Rothbard est un auteur authentiquement libéral qui a fortement contribué au mouvement. Alors, je pense que, oui, alors les visions keynésiennes, je ne sais pas ce que c'est keynésienne, est-ce que c'est libéral ? Peut-être. Alors à ce moment-là, oui, parce que c'est les deux pendants de notre pensée. On est dans le libéralisme et le socialisme, en gros, les deux formes de vision, on pourrait dire. C'est pas le terme libertarien et anarcho-capitaliste au travers de ses ouvrages. Il y a une référence en la matière si ces mouvements vous intéressent. Dans le premier chapitre, intitulé « Ce que l'État n'est pas », nous avions écouté Rothbard déconstruire les mythes entourant l'État. Contrairement à la vision répandue, l'État ne serait pas une institution bienveillante qui agirait pour le bien commun. Il nous invitait alors à dépasser cette image idéalisée et à regarder l'État pour ce qu'il est réellement. Dans le second chapitre, « Ce que l'État est », Rothbard décrivait l'État comme un monopoleur de la violence et de la coercition, une entité qui s'impose par la force et vit des ressources extorquées aux citoyens via les taxes. Il le présentait comme une structure parasitaire survivant grâce à l'exploitation des individus. Dans le troisième chapitre, « Comment l'État se préserve », Rothbard détaillait les stratégies utilisées par l'État pour consolider son pouvoir.
Il montre comment l'État s'appuie sur des intellectuels pour légitimer son rôle et justifier son existence. Donc tout ça, ça a été Il souligne critiqué. également comment l'État exploite le patriotisme naturel des peuples, c'est-à-dire l'amour de la terre et de l'histoire, pour les pousser à défendre l'État contre d'autres groupes ou nations. Et je vous propose de commencer sans plus attendre la lecture des chapitres suivants. Alors, ça a déjà été critiqué. Dans les vidéos précédentes, il y a 6 ou 7 vidéos, je ne sais pas combien, qui traitent de ce premier chapitre. Là, on entame le deuxième. Ce qui n'est pas encore, qui n'a pas été parlé par Murray Rothbard, c'est comment se passerait une vie avec l'état d'esprit que l'humanité a actuellement, le niveau de conscience qu'elle a actuel. Comment se passerait un monde sans État? Qu'est-ce qui se passerait sans État, donc sans possibilité de réguler correctement certaines choses? C'est ça qui est important à voir aussi. Chapitre 4. Comment l'État transcende ses limites. Comme Bertrand de Jouvenel le fit remarquer avec sagesse, au cours des siècles, les hommes ont forgé des concepts destinés à vérifier et à limiter l'exercice du pouvoir étatique et, l'un après l'autre, l'État, en utilisant ses alliés intellectuels, a su transformer ces concepts en sceaux intellectuels de légitimité et de vertu pour promouvoir ses décisions et actions. À l'origine, en Europe occidentale, le concept de souveraineté divine stipulait que les rois ne pouvaient gouverner que selon la loi divine. Les rois transformèrent ce concept en un sceau d'approbation divine de toute action royale. Le concept de démocratie parlementaire débuta comme un contrôle populaire envers le pouvoir monarchique absolu. Voilà. Et quoi qu'il arrive, donc dans un mouvement naturel, eh bien, il y a des rois qui s'imposent. En gros, il y a des aristocrates qui vont s'imposer, les plus téméraires, les plus courageux, sans doute, les plus bagarreurs vont s'imposer sur l'ensemble, et en fait, ils vont imposer leur liberté. Et les autres seront dans une liberté dépendante du nouveau dominant. Donc, c'était quand même une évolution d'arriver à la démocratie, un système démocratique où c'est le peuple qui devient le dominant, en fait. On n'est pas dans une démocratie parfaite, loin de là, très très loin de là, et on est loin d'être dans une république parfaite, et on est loin de la souveraineté du peuple. Mais que l'idée ait pu apparaître, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire ce que je dis sur la mécanique universelle à ce propos. Je fais de la démocratie une œuvre d'art. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle inverse les lois de la nature tout en gardant l'énergie. C'est-à-dire que ce n'est plus les dominants qui montent, comme chez nos cousins primates naturels, en tête du groupe pour jouir de tous les privilèges, pour jouir des privilèges et laisser les prétendants de côté, etc. Et donc, ils dominent, c'est le système pyramidal, c'est le système de la nature. Et ça, c'est ce qui maintient les primates naturels dans ce mécanisme-là, parce qu'il y a toujours des prétendants qui harcèlent le dominant. Il domine pendant quelques années, tant qu'il a la force, le courage de se défendre. Et puis un jour, il est renversé. C'est un nouveau dominant qui s'impose, qui prend le même mécanisme, qui thésaurise tous les privilèges, et il est harcelé à son tour par des prétendants, etc. Et donc, c'est stationnaire. Nous sommes extraits de ce mécanisme-là, l'être humain. Et ça, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que, en arrivant à un certain moment, alors, d'abord, on a commencé à mettre au-dessus du dominant primate, lorsque le dominant primate, il est tout puissant, il a atteint un niveau de toute puissance, il n'a personne au-dessus de lui. L'homme, à un certain moment, a imaginé Dieu, a imaginé qu'il y avait une puissance supérieure.
un principe créateur à l'origine. Et il a mis ce principe créateur au-dessus du dominant. Donc le dominant était lui-même dominé par quelque chose. Il n'était plus tout puissant. Il avait des comptes à rendre à un dominant supérieur qui était le divin, Dieu. Et ça a maîtrisé, ça a commencé à réduire la toute-puissance du dominant. À partir de là, l'humanité a pu commencer à évoluer, à faire évoluer toutes ces idéologies, jusqu'à arriver à l'idéologie démocratique, qui fait que c'est le peuple, c'est le groupe qui devient le souverain. Elle continue à faire monter les meilleurs, les plus courageux, les plus forts en tête de gondole, nos chefs d'État, mais dans une véritable démocratie pour appliquer les valeurs du peuple par essence plus paisibles, moins bagarreurs, moins téméraires, moins violents, moins égoïstes, moins narcissiques. Donc les vrais dominants, nos vrais chefs d'État, s'ils étaient des chefs d'État, ils monteraient et ils regarderaient que le peuple. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre heureux mon peuple? C'est ce que De Gaulle plus ou moins faisait, c'est ce que sans doute Pompidou faisait, c'est ce qu'on a fait pendant les 30 Glorieuses, c'est peut-être ce que faisait Kennedy de l'autre côté, etc. Et c'est plus ce que font les chefs d'État depuis les années 80, depuis que le libéralisme est devenu tout puissant. Les chefs d'État sont devenus tout puissants. Ils se sont accoquinés avec les oligarques et en fait, ils vampirisent le peuple. Au lieu de faire que le peuple soit souverain, c'est les gars qui sont devenus ce sont les oligarques qui sont devenus les souverains. Et donc, à partir de là, la démocratie a été abîmée, on va dire, par le système devenu tout-puissant, par les dominants devenus tout-puissants à partir de la chute du mur de Berlin, à partir du moment où le capitalisme a vaincu le communisme. Voilà pour la première étape. Je vous remercie, à très bientôt.